Robert le Lion est un personnage dans ma vie emblématique. Cette personne me contacte en 2012 à l'occasion d'une vente d'art médiéval. Le personnage, très impressionnant au téléphone, est convaincu de pouvoir acquérir une pièce très importante de cette vente qui est une vierge en marbre d'Île-de-France. Il se bat avec les enchères, obtient cette pièce et je décide d'accompagner ma pièce jusqu'à Paris. La rencontre est au-delà de toutes les espérances. Le personnage a un charme incroyable. Ce monsieur de 80 ans, qui était un ancien psychiatre installé rue de la Paix, m'accueille avec une bonhomie, une gentillesse absolument extraordinaire. Il me fait visiter son appartement et ses collections. En juin 2015, une femme que je ne connais pas, qui m'appelle du Sud-Ouest, m'annonce la mort de son père. Je suis extrêmement troublé parce qu'il s'était lié au cours de toutes ces années une amitié très forte et nous décidons ensemble de partager une journée pour parler de son père. Nous nous retrouvons en Normandie, je la raccompagne à Paris, je revois un peu toutes ces pièces avec beaucoup d'émotion et avant de partir, Laure me sort un cahier, un classeur dans lequel sont rangés un certain nombre de photos, d'objets de la collection et d'objets que je ne connaissais pas. 12 bijoux art déco, 12 bijoux modernistes. Mon sang ne fait qu'un tour, je retrouve toutes mes émotions de jeune commissaire-priseur, d'élève à l'école du Louvre, et pendant 1 heure ou 2, nous discutons. Elle décide, à la suite de cette entrevue, de cette soirée, de me confier ce petit trésor. Tous les grands créateurs des bijoux de l'art déco sont là, les plus beaux, les lignes les plus pures, loin des bijoux qui sortent des écrins. Nous avons Jean Després, Fouquet, Sandoz, Robert, Dussaussois, Puyforca, Dunant. Ils sont tous réunis. Il faut remonter à 2012 pour voir une telle collection passer sur le marché à New York, chez Christie's. Nous avons une journée pour organiser notre challenge. Et je décide, pendant une semaine qui va précéder l'installation à Paris, d'organiser des rendez-vous personnalisés pour chaque client important qui veut bien se déplacer. Et là, se succèdent des galeristes, se succèdent des joailliers, des orfèvres, qui vont venir de Londres, principalement de Londres et de Paris. Chaque rendez-vous est un véritable émerveillement devant toutes ces pièces. 8h du matin, nous attendons 10h, les gens se succèdent dans la petite cour et nous ouvrons les portes. Ces 12 bijoux sont répartis entre 5 personnes de l'étude. Nous recevons les uns après les autres et chaque personne regarde dans une ambiance absolument feutrée, dans un silence presque total, chaque pièce. 14h, l'heure sonne. J'ai choisi, ce qui est une chose extrêmement délicate, de mettre la pièce la plus importante en numéro 1. Un bracelet de Jean Després de 1937, et ce bijou doit donner le ton de cette vente. La salle est à son comble, elle est pleine de personnes qui sont venues, je le sais, des États-Unis, de Chine et de Paris. Une salle comble, 15 téléphones, une batterie à côté de moi, je suis extrêmement tendu. Et pour pouvoir arriver à trouver une espèce d'harmonie, me détendre et d'affiner mes armes pour pouvoir obtenir des prix très importants, je décide de mettre en place, dans l'improvisation, toute une harmonie d'artifice. Je vais, dans un premier temps, faire intervenir mon fils, qui va venir lire une lettre d'un architecte d'intérieur qui s'appelle Pingusson, qui lui-même fait partie du mouvement de l'Union des artistes modernes, une lettre inédite qui était destinée au musée des Arts Déco et qui datait de 1974. La lettre est longue, elle dure 10 minutes de lecture. Je sens la fébrilité qui monte, le public qui s'impatiente, les téléphones qui commencent aussi à s'énerver, et là, je rajoute une poésie lue par une de mes complices qui se trouve en salle, Blaise Cendrars, Aragon. 2 textes absolument magnifiques qui là vont enchanter le public, mais aussi le rendre un peu plus fébrile encore, comme je vous disais tout à l'heure. Mais cela n'est pas terminé. J'en profite pour ajouter du chant. Et la chanson, une cantatrice, vient chanter une chanson des années 30. Tout est en place.
Et au moment fatidique de lancer les premières annonces de règles en ce qui concerne les conditions de la vente, je sors de derrière un rideau une femme sublime, un mannequin qui va arborer le premier bijou. La tension est à son optimum. Et enchère après enchère, les téléphones se mettent en branle, la salle se met en branle et on décroche pour la première fois le prix pour ce bijou, donc le bijou de Després, la somme de 320 000 euros. Les gens sont complètement déstabilisés. Je vois au premier rang la galerie qui vient de New York, complètement, elle aussi, perturbée. Elle était venue pour acheter ce bijou, qui est remporté par une jeune femme qui était venue dans la semaine précédente, une Anglaise, et qui remporte le bijou avec beaucoup de joie. On sent un public complètement déstabilisé, et pendant 7 numéros, pendant 2 heures, je pulvérise les résultats les uns après les autres, record après record.